va pouvoir enchaîner avec l'atelier sur le SCAO. Donc avant de commencer, je me présente. Donc je m'appelle Frédéric Viau et je suis ingénieur d'études SCAO au CNES depuis maintenant 2 ans. Et en fait, j'ai été embauché à l'issue de mon stage sur le SCAO d'ISAT. Donc comme il a été demandé là pour encadrer cet atelier, je vais faire au départ une petite introduction pour présenter un peu la problématique du SCAO, rappeler un peu à quoi ça sert pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça. Et ensuite, j'ai choisi deux principaux axes pour les discussions. Donc à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire un peu ce qu'on a fait comme activité au sein du projet ISAT là-dessus. Et ensuite, on discutera de là où vous en êtes et on essaiera de répondre aux questions qu'on se posera. Donc voilà, donc en fait, basiquement, quand on met un satellite dans l'espace, l'espace c'est pas du vide où rien ne se passe, et donc le satellite il est soumis à des perturbations extérieures. Donc bon, les plus connus sont les perturbations magnétiques, les frottements aérodynamiques, le gradient de gravité qui vient de la géométrie du satellite, et aussi la pression de radiation solaire. Donc le but du SCAO, c'est-à-dire le système de contrôle d'attitude. Alors, quand on dit SCAO, c'est parce qu'il y a aussi le contrôle d'orbite. Bon, en pratique, sur un CubeSat, on ne fait pas encore du contrôle d'orbite, donc vous pourrez se contenter de dire SCA. Et pourtant, vous entendrez SCAO partout, parce que d'usage, on dit SCAO. Donc l'idée, en fait, c'est de faire un peu comme vous avez dû voir à l'école, là, un cours d'automatique. On va asservir, en fait, l'attitude du satellite. Donc pour ça, l'idée, c'est d'avoir un guidage à respecter. Grâce à des senseurs, on arrive à estimer le dépointage, et ensuite avec nos actionneurs, on envoie des lois de commande pour corriger l'attitude. Donc si on peut diviser un peu le développement d'un SCAO en 3 activités, on pourrait retrouver d'une part les équipements SCAO, donc entre le choix des équipements, les tests. Ensuite les logiciels SCAO, donc c'est-à-dire plutôt les lois de commande, les algorithmes, ce qu'on va en fait implémenter dans le logiciel de vol. Et ensuite, le guidage, qui est aussi une partie à pas négliger, mais qu'on ne traite pas aujourd'hui. Donc pour commencer, on va évoquer la question des équipements SCAO. Donc dans un premier temps, quand on parle d'équipements SCAO, il faut savoir quels équipements choisir. Et ensuite, une fois qu'on les a choisis, avant de les monter à bord, il faut être capable de les tester. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire une liste un peu complète de ce qui était disponible comme actionneur et comme senseur à l'échelle des CubeSats. Donc en ce qui concerne les senseurs, bon, je ne sais pas si tout le monde est familier un peu avec tout ça, mais on a le magnétomètre, ça permet de mesurer en fait la direction du champ magnétique terrestre. Le senseur solaire, ça nous donne la direction du Soleil. Le senseur Terre, la direction de la Terre. Le senseur stellaire, c'est en fait quelque chose qui, à partir de l'observation des étoiles, va donner là une mesure 3 axes. Donc on va récupérer en fait une attitude 3 axes, contrairement aux 3 senseurs précédents qui nous donnent juste une direction. Ensuite, on a les gyros, maintenant qui existent en miniature, qui permettent de mesurer la vitesse de rotation du satellite. Et de temps en temps, suivant la mission, on peut aussi utiliser la charge utile comme senseur pour notre SCAO. Donc en ce qui concerne les actionneurs, les principaux actionneurs utilisés pour les CubeSats seront les magnétocoupleurs et les roues à réaction. Bon, il existe aussi des développements en cours d'actionneurs gyroscopiques et de propulsion, mais on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Donc juste pour voir un peu ce qu'on peut faire avec des roues à réaction, une première solution c'est de l'utiliser en fait en roue cinétique, donc à vitesse constante. Et là c'est le principe de la toupie en fait. Si on a une vitesse constante, on crée une raideur gyroscopique qui fait que en fait on est robuste à des perturbations. Donc ça c'est particulièrement pratique quand on veut maintenir un pointage dans une direction donnée. Sinon on peut les utiliser en roue à réaction. Donc là l'idée c'est d'utiliser le principe de l'action-réaction et de fournir un couple à travers la roue qui va en fait entraîner le satellite dans le sens inverse. Donc voilà ce qu'on peut voir sur cette petite animation. Et donc ensuite on a les magnétocoupleurs. Donc les magnétocoupleurs en fait sont des bobines dans lesquelles on fait passer un courant, ce qui va générer un moment magnétique qui va réagir avec le champ magnétique terrestre pour générer un couple. Alors la formule, je vous l'ai mise là juste pour montrer que en fait, l'inconvénient principal de cet actionneur, c'est qu'il y a un axe qui n'est pas commandable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas générer de couple dans la direction du champ magnétique terrestre.
Donc ça, c'est un actionneur du coup qui va pas permettre de faire du pointage fin. Par contre, on aime bien l'utiliser quand même parce que c'est quelque chose de robuste. Il n'y a pas de, comme sur les roues à réaction, de problèmes mécaniques possibles. Les cas de panne sont assez rares. Donc voici un peu la sélection qui a été faite sur ISAT. Donc la philosophie qui a été retenue pour ISAT, ça a été de regarder les exigences de la mission et ensuite de choisir le minimum d'équipements possible pour réussir à accomplir la mission. Parce que minimiser le nombre d'équipements, déjà, ça prend moins de place. Et ensuite, ça fait moins de tests et donc moins de temps à passer également. Donc, une fois qu'on a choisi ces équipements, vient la question des tests. Alors, les tests, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. On peut voir, pour certains projets CubeSat, une philosophie qui consiste à dire j'achète mes équipements sur étagère, je les monte à bord et je lance. Et le problème de faire ça, c'est que, comme nous on a pu le constater, il y a souvent des choses qui font que les équipements ne marchent pas comme prévu. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous proposer une liste de tests possibles. Donc les deux premiers, c'est les tests qui sont indispensables. Donc les objectifs indispensables, c'est-à-dire vérifier le bon fonctionnement dans un premier temps de l'équipement et aussi être capable de le prendre en main. C'est pas une fois qu'il est dans le satellite en l'air qu'on essaye de comprendre comment le commander, quoi. C'est un peu tard. Donc voilà, donc s'entraîner à faire des on-off, etc. Voilà. Ensuite, l'étape d'après. Donc ça, c'est quelque chose également qu'on fait sur ISAT. Je vais essayer de vous montrer après qui est faisable suivant vos installations. C'est de vérifier un peu les données des datasheets. Alors là, on peut avoir des surprises parce que les fabricants des équipements CubeSat, ils fabriquent des technologies, ils écrivent des datasheets, ils les proposent, mais on peut se rendre compte quand on vérifie un peu, quand on fait des tests, que c'est souvent pas respecté. Donc là, encore une fois, faire ces tests-là en avance, ça permet de communiquer avec le fabricant pour essayer de coller le plus possible à la spec. Bon, et ensuite, si on a des moyens, on peut essayer de faire des tests sous vide et des tests de résistance aux radiations. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les projets. Donc voilà, donc là c'est juste quelques illustrations pour vous montrer que faire les tests de base, ça ne nécessite pas forcément de grosses installations. Donc typiquement, pour tester une roue à réaction, il suffit d'avoir le câblage nécessaire, un ordinateur et une alim. Et voilà, on peut lancer des profils. Donc voilà le genre de test qu'on peut faire. On peut regarder les réponses à un échelon vitesse, on peut regarder la vitesse max. Connaissant l'inertie, on peut essayer de calculer le couple. Il est assez compliqué, enfin, en tout cas nous au CNES on n'a pas les moyens de le faire, de mesurer directement le couple qui est fourni par ce genre de roue. Parce que là on est en train de parler d'un ordre de grandeur qui n'est pas accessible par les balances qu'on a. Donc voilà, donc là c'est tout un tas de tests qu'on peut faire qui nous permettent aussi d'affiner nos modèles dans les simulateurs, comme on verra plus tard. Et donc c'est des modèles qui peuvent être très utiles, hein, parce que connaître le fonctionnement précis de son équipement permet aussi après d'adapter les algorithmes en fonction. Donc ça c'était pour la roue. Pour le senseur stellaire, alors au CNES on a des bancs optiques de ce type-là. De mémoire il me semble que si on contacte le CNES il y a moyen de venir faire des tests aussi, hein. Je crois que Pixat l'avait fait. Donc l'idée simplement c'est de mettre le senseur stellaire devant une lentille à la bonne distance focale et ensuite de mettre une tablette qui va simuler le ciel et les étoiles. Et comme ça, on peut vérifier le bon fonctionnement du senseur stellaire. Est-ce qu'il reconnaît les étoiles? Est-ce qu'il sort bien un quaternion de mesure, etc. Et ensuite, effectivement, on peut aussi, s'il fait beau, faire des tests sur ciel réel. Donc, suivant les tests qu'on veut faire, on a besoin d'une monture plus ou moins précise. Bon, et là encore, si on n'a pas de monture, il suffit de le pointer vers le ciel, voir s'il reconnaît des étoiles un soir où il fait beau. Et donc là encore, c'est des tests simples, mais qui permettent de vérifier qu'on arrive à faire marcher le senseur et qu'effectivement il fonctionne. Donc là, j'ai appelé ça le point un peu discussion sur les équipements. Donc le conseil que je vous donne vraiment à tous, c'est de faire des tests, parce que nous, ça n'a pas raté. Là, on a fait les tests sur senseur stellaire et sur roue, et à chaque fois, on a eu des problèmes. Donc sur les roues à réaction, comportement autour de 0, assez large, donc moins 500 plus 500 tours par minute, la roue fait ce qu'elle veut.
Pour le senseur stellaire, il marche super bien s'il bouge pas, mais dès qu'on le fait un peu bouger, eh ben, ça marchait plus. Et donc du coup, ça c'est des choses qui font que si on avait lancé en l'état, eh bien, notre satellite, il était, je vais pas dire perdu, mais en tout cas la mission, elle aurait eu du mal. Donc voilà. Donc ensuite, bon, j'ai listé ici quelques idées, parce qu'effectivement, si on a des projets qui achètent les mêmes équipements, chacun doit refaire les tests, c'est sûr, mais il sera intéressant qu'on arrive à mettre en commun nos résultats et voilà, pour savoir un peu sur quoi on doit s'attendre à retomber. Aussi avoir la liste de ce qui a déjà volé, parce qu'au moment de faire ses choix, c'est quand même plus sûr de choisir un équipement qui a déjà volé, qui est opérationnel, que d'aller s'amuser à essayer un nouvel équipement en prenant le risque de perdre un peu de temps. Et donc voilà, ensuite, bon, mise en commun de moyens de test, donc c'est sûr qu'au CNES, on a des moyens et on est assez ouvert, hein. Si vous prenez contact avec le CNES pour réaliser des tests, vous n'allez pas être jeté. Et ensuite, d'autres sujets de discussion, on peut parler des stratégies pour les calibrations des équipements et des tests une fois que tout est monté, tests de signes, vérifier qu'on n'a pas monté une roue à l'envers ou un senseur suivant les mauvais axes. Donc voilà, donc suite à ça, je vous laisse un peu réagir. Alors, moi, j'y connais absolument rien en AOCS. Du coup, j'ai une question. Vous, votre choix, par exemple, pour ISAT, est-ce que votre système de contrôle d'attitude et d'orbite, il est complètement indépendant du reste de la plateforme? Ou est-ce que, par exemple, les senseurs sont reliés à l'ordinateur de bord et les roues elles-mêmes aussi sont reliées à l'ordinateur de bord et du coup, c'est l'ordinateur qui gère l'intelligence du contrôle d'attitude? Alors, deux choses. Donc déjà, on n'a pas de... Les équipements SCAO n'ont pour seule utilité que du SCAO. Je veux dire, on n'utilise pas la charge utile dans la boucle. Par contre, oui, c'est l'ordinateur de bord qui commande la OCS. En fait, ce qu'on fait, c'est que... donc ça, c'est un peu sur la partie d'après, les algorithmes. On développe un SCAO, on fait du code embarqué, et le code embarqué, eh bien, on le met dans l'ordinateur de bord. D'accord. Mais alors du coup, quand on va sur des sites constructeurs qui nous proposent des solutions de contrôle d'attitude, on va dire, sur étagère, est-ce que ce sont des systèmes qui possèdent leur propre intelligence de contrôle d'attitude ou est-ce qu'on n'est que sur du hardware et tout le software est à développer derrière? Et là, j'oriente plus ma question vers les personnes qui viennent d'ISIS. Alors, je vais peut-être dire un petit truc avant. Donc, bon, ça, c'est un truc dont j'avais imaginé parler à la fin, là, les SCAO tout faits. Mais bon, on peut peut-être évoquer le thème maintenant. Vas-y, du coup. Ouais, j'ai envie de dire les deux. Enfin, en soi, il y a des systèmes justement solutions tout en une où à la fin l'output du module en fait va être justement de donner les mesures récoltées et après ça va être la IOBC qui va pouvoir les interpréter pour faire le reste. Et ça peut être aussi juste les équipements indépendants qui peuvent aussi juste donner leurs mesures. En attendant que le micro arrive. Oui, on trouve ce genre de trucs dans le commerce, là. Donc, de trucs tout faits, et ils nous laissent le choix, en fait, d'utiliser leur algo ou d'implémenter nos algos. Bon, même si on l'achète tout fait, même si le soft est inclus, aujourd'hui on le voit que même pour vous sur iSat, vous achetez ne serait-ce qu'un actuateur, vous apercevez qu'il ne fonctionne pas forcément tel que c'est prévu. Donc de toute façon, même si on achète quelque chose tout fait avec le soft intégré, il faut qu'on le teste. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui c'est un petit peu aujourd'hui la difficulté c'est que les moyens de test en fait on les a pas vraiment. Donc alors effectivement, quand vous le développez vous-même, vous avez fait tous les algos. Donc on peut se dire, pour le tester, je simule des données des capteurs et puis je regarde si mes actuateurs ils tournent dans les bons sens. Bon, si on l'achète tout fait, le problème c'est qu'on n'aura certainement pas cette possibilité, donc on n'aura pas la connaissance des algos qui sont à l'intérieur. Donc on aura juste simplement la possibilité simplement de le prendre à la main, de le tourner et puis de regarder s'il se passe quelque chose. Donc aujourd'hui il n'y a pas de banc de test, donc on ne sait pas le tester. Donc j'avais une discussion avec Mignot il y a 2 ans, effectivement, je dirais pourquoi effectivement on ne ferait pas un banc de test, la grande idée, avec un système sur coussin d'air pour pouvoir faire 3 axes. Donc aujourd'hui, effectivement, il y aurait un besoin dans ce cadre-là d'essayer de faire un banc de test. Donc les gens de Space Suisse Cube
Et ils nous ont présenté là au mois de février effectivement ce qu'ils avaient développé. C'est quand même assez, je dirais, le temps passé là-dessus était assez important. Je dirais, voilà, donc c'est comment on fait pour le tester, même si on l'achète tout fait. Et oui. Tu sais pas répondre. Alors, oui. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait confiance aux vendeurs, mais bon, ça, d'expérience, il faut se méfier de temps en temps. Bon, désolé, bon, on n'a pas... Voilà. Après, oui, c'est sûr que les tests sont plus compliqués parce que si on achète un SKAO tout fait, il faut valider le fonctionnement des équipements et si on veut utiliser le software et le software. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bon, nous, on est parti du principe qu'on préférait, vu qu'on savait faire, on préférait développer nos algos. Ce qui aussi est super formateur quand on parle de projet étudiant, parce que c'est directement une application, j'allais dire de cas d'école, mais c'est un peu ça, oui. Excuse-moi, j'avais une question un peu plus générale, parce que tu as évoqué le problème des datasheets qui ne donnaient pas forcément les bons résultats, enfin bon bref, des informations très fiables. Et bon, moi ce qui me frappe, venant par ailleurs de grosses missions avec l'ESA, où là il y a des strates et des strates de contrôle qualité, etc., c'est finalement, aujourd'hui on voit bien, dans le cas des CubeSats, on atteint un peu la limite de ce qu'on peut faire. Il faut quand même introduire un peu de contrôle qualité de manière générale. Alors, je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus, et puis aussi un retour sur quel recours on a finalement parce que effectivement, la stratégie consiste à tout tester. C'est la stratégie des grosses agences spatiales. De toute façon, ils font confiance en personne, ils revérifient tout, puis s'il y a un truc qui allait de travers, celui qui a tort, c'est celui qui n'a pas vérifié, c'est pas forcément le constructeur. Oui. Mais il n'empêche que là, on ne peut pas tout revérifier, sinon on se remet à faire des choses très coûteuses. Donc, quelle est, à ton avis, la trajectoire? Et puis, aujourd'hui, quel recours y a-t-il contre quelqu'un? Les datasheets, au fond, c'est quand même commercial, c'est du mensonge. Oui. Comment ça se passe? Alors, deux choses. Déjà... Vu le prix des équipements aussi de la part de ces vendeurs, ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils n'ont pas non plus les moyens pour faire les tests complets. Ça, c'est bon. Ils peuvent mettre des barres d'erreur plus justes. Oui, c'est vrai. Après, nous, ce qu'on présente, ce que j'ai évoqué comme test ici, c'est des tests qui ne sont pas en soi coûteux. Tester sa roue, je veux dire, on peut le faire. Il suffit d'une alim, quoi, dans un labo. D'électronique, voilà. Ensuite, pour ce qui est du sensor stellaire, oui, sur le ciel réel, bon, il faut avoir un peu de météo sympa. Pour le banc optique, bon, il faut en avoir un. Du coup, on est assez limité au final. Si on n'a pas d'équipement, à la limite, on peut faire que du test statique. Bon, ce qui est un peu la limite, parce que sur le sensor stellaire, ce qui est leur problème, c'est le dynamique. Donc oui, non, mais c'est une question qui est importante. Et du coup, la discussion sur les moyens de test, sur la mise en commun de moyens de test, me paraît d'autant plus importante. À savoir, ça ne sert à rien que tous les projets aillent se payer des moyens. Ce serait plus intelligent, je pense, de réfléchir à mettre en commun des moyens de test pour les équipements. Et c'est pour ça que, du coup, ce que j'évoquais tout à l'heure, une fois qu'un équipement a été testé par quelqu'un, validé, caractérisé en tout cas, il est important pour nous, la communauté des CubeSats en France, là, de mettre en commun ces résultats pour savoir effectivement qu'est-ce qui a déjà volé. Parce que, on pourrait donner des exemples, hein, mais il y a des fabricants qui vont vous raconter que leur équipement est merveilleux, mais bon, voilà. Par exemple, la balance à couple pour la roue à réaction, là, la développer, ça coûterait un prix qui vaudrait plus cher, finalement, que mais satellite. Moi, ma remarque, elle est... là, on voit qu'on va vers un modèle de style Airbnb ou machin. Si un vendeur est mauvais, ça se sait sur le machin, tout le monde le sait, plus personne n'achète. Ouais. Mais il y a de la casse au passage. Oui. Et on pourrait essayer d'imaginer un modèle... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça introduit de la souplesse, parce qu'on peut aller vite. Mais là, on risque de faire du spatial à la Shadok, quoi. Oui. Je veux dire, si ça marche une fois sur 100, on en lance 100, mais c'est pas top non plus. C'est un peu la philo du départ, ouais. Ouais. Non, mais justement, maintenant que c'est bien enclenché, moi je me pose la question sur ce genre de choses. Alors, ce que tu dis de mettre en commun des tests et des choses comme ça,
c'est bien, enfin je suis complètement d'accord avec ça, mais ça n'empêche que comment est-ce qu'on fait face à ce hiatus. Enfin, peut-être que Alain Gaborio, oui, vas-y. Juste pour commenter un peu. Ah, ok. Il n'y a pas une réponse unique, mais moi je veux prendre un exemple qui nous est arrivé sur iSat, c'est la roue à réaction. Donc on a acheté une roue, ça correspondait à notre besoin sur la datasheet, on a fait des essais dont a parlé Frédéric, puis on a vu on a même fait des essais de durée de vie, carrément, on a été assez loin, mais avec des stagiaires, hein, toujours aussi, hein, on a fait quand même travailler des stagiaires là-dessus, donc c'est quand même du travail, quoi, ça représente du travail. Et on a conclu que bon, la durée de vie, on l'a poussée un peu, mais bon, on l'a claqué, mais elle tenait la durée de vie en fait. Hein, c'était pas, on a été un peu loin. Par contre, les performances, non. Donc, on a fait un grand mail bien circonstancié à Hyperion, pour ne pas les citer, donc qui nous vendait la roue, pour leur expliquer, voilà, nous avons cette roue, 7500 €, les performances attendues, c'était ça, voilà nos résultats de test, etc., etc. On n'a pas dit Hyperion, on les a pas jetés, parce que dans le monde CubeSat, on peut pas, comme ça, c'est difficile. Donc tout le monde essaye de faire des nouveautés. Par contre, on leur a dit, nous, expliquez-nous pourquoi. Et alors, ils ont été très bien, parce qu'ils nous ont dit, on va vous refaire la roue. Alors, ils nous ont refait une roue, c'est-à-dire qu'ils ont refait les roulements, ils ont refait mécaniquement, tout ça, ils ont même fait un firmware dedans. Alors, pour le moment, on n'a toujours pas la roue. On l'attend de mois en mois. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Pour le moment, on l'attend. Alors, on va la retester avec les mêmes tests qu'on a fait. Si ça ne marche pas, là, on va leur dire, désolé, en parallèle, on essaye de trouver des solutions backup. Mais et par contre, ils nous ont dit, ah ouais, mais ce que vous avez fait là, ça nous intéresse beaucoup, vos essais. Est-ce qu'on ne peut pas les réutiliser pour montrer que notre roue a été qualifiée davantage? Parce que finalement, ils ont fait beaucoup moins de tests que nous, on a fait. Donc le fait de vendre des produits et puis que les utilisateurs finalement les testent et les retestent et les machins, ça peut conduire à consolider un peu un équipement CubeSat, on va dire. Hein. Je ne parle pas des autres. Hein. Mais enfin, c'est au détriment de l'acheteur, parce que nous, voilà, on passe du temps et c'est compliqué. Et... Oui, tout à fait. Alors après, ce que dit Frédéric, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cet effort, que ce soit nous sur iSat ou vous sur un autre projet, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en commun les équipements qui nous paraissent les bons et puis surtout dire tout ce qu'on a trouvé, quelles sont ses caractéristiques et tout, pour faire profiter à la communauté des bons produits. Parce que c'est tellement un effort que des roues à réaction, maintenant, on sait qu'il y en a quelques-unes. Il n'y a pas non plus des tonnes, donc il faut se faire le bon choix. Et comme on a fait des tests, au bout d'un moment, on aura la roue qui pourra servir à tout le monde. En espérant que le constructeur nous suivra aussi derrière. Voilà, ils ont réinventé la roue. Et pour pousser le débat, justement, est-ce que c'est pas quelque chose à mettre en place aussi avec l'Europe, en soi, avec l'ISA et tout, qui font aussi des tests dans leur coin et on a quand même un marché européen qui est quand même assez grand maintenant en termes de CubeSat et ça serait intéressant justement de consolider toutes ces données de façon aussi pour les distributeurs de consolider leur datasheet parce que là, quand même le business CubeSat ou en tout cas le CubeSat c'est quand même quelque chose d'assez récent, d'assez jeune. Il y a des erreurs de jeunesse qui se font. La plupart des gens qui commencent des boîtes avec des réactions, des choses comme ça étaient étudiants il y a quelques années et comme tout étudiant on a tendance un peu à surestimer les choses. Et c'est vrai que je pense que c'est un apprentissage qui vient. Et l'avantage aussi, par contre, du CubeSat, par rapport peut-être à, si on peut comparer ça au CNES, peut-être il y a 40 ans ou 50 ans, qui commencent à faire des missions qui ne sont pas passées aussi de manière parfaite, ça a quand même la possibilité d'avancer davantage plus vite. C'est-à-dire qu'avec toutes les données qu'on peut concentrer et tout, on peut, de façon, d'ici quelques années, avoir des datasheets qui sont vraiment corrects. Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos. Par exemple, Hyperion ou même BST, Berlin Space Technology, qui fait le senseur, on leur demande sans cesse, mais est-ce que vous avez fait voler? Est-ce que vous l'avez vendu à quelqu'un? Est-ce que vous avez des faits? Ils ne nous répondent pas. Donc, si tu veux, je pense que tu as raison, ça serait vachement bien, parce que ça pourrait permettre d'avoir, de situer finalement l'équipement par rapport à des tas d'utilisateurs. Mais on a du mal à avoir des informations, quoi. Donc il y a aussi peut-être les constructeurs qui ont... Bon, voilà, on ne sait pas s'ils ont vraiment envie de donner tout ce qu'ils ont fait, peut-être parce qu'il y a des échecs aussi, hein, mais forcément. Mais d'un autre côté, on paye quand même, nous, les pots derrière, parce qu'on recommence, quoi. Mais je suis d'accord, s'il y avait une volonté plus générale, sur certains équipements d'ailleurs un peu sensibles, là, dont on parle,
ça serait quand même très très bien, quoi. Juste Ouais. une question peut-être aussi, c'était juste par rapport justement au test que vous avez fait sur Hyperion et BST. Le CNES a déjà des moyens en place en termes de facilities, enfin de lieux, enfin oui, de lieux. J'ai oublié le mot en français. Mais est-ce que vous avez dû adapter tous ces équipements-là pour les CubeSat, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut complètement être utilisé à partir des microsatellites? Typiquement, en fait, on a repris ce qui existait sur les microsats et on n'a rien développé de nouveau. Et ce que je veux dire, c'est que les moyens de test roue, enfin bon, j'ai pas tout mis là, mais la cloche de sous vide, par exemple, bon, c'est la même. Par contre, pour les micro-roues, on avait un plateau capable de mesurer les couples. Bon, mais là, le plateau, il marche pas, on n'a pas redéveloppé, on n'a rien redéveloppé de nouveau pour les CubeSat. Pour le boron optique, peu importe la taille du senseur stellaire, il suffit juste d'adapter la distance de la lentille, quoi. Donc on n'a rien redéveloppé de nouveau, non. Le CNES ne met pas d'argent dans les moyennes de test pour CubeSat, pour l'instant. Et ça veut dire que les équipements contiennent déjà, ou bien il n'y a pas de volonté, pardon, excuse-moi, je vais trop vite. Là, en l'occurrence, tu avais l'air de dire la cloche, par exemple, Oui. si ça rentre, c'est bon. Oui. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir une autre. Oui. Ça peut éventuellement coûter un peu plus cher que si c'était un truc plus petit, j'en sais rien. En fait, oui, on a Mais fait que des tests avec des trucs existants, voilà. D'accord, mais les trucs existants sont adaptés. Oui. Ou est-ce qu'ils ne sont Oui, pas oui. adaptés? Bah, ils sont adaptés. Mais typiquement, la cloche, les bancs optiques, tout ça, c'est adapté. Ce qui n'est pas adapté, ben, on ne l'utilise pas. Parce que, bon, mais en tout cas, on ne met pas d'argent pour développer quelque chose de nouveau adapté, quoi, actuellement. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question. Donc, c'est pour Pixat. On utilise la charge utile pour pointer en même temps qu'un système de stabilisation de 3 axes. On est venu utiliser vos installations pour le banc optique. On en a refait un dans notre laboratoire au LESIA. On a aussi installé une table à coussin d'air pour valider le système de pointage avec la charge utile. Et on commence des tests sur la DCS. Alors par rapport au Star Tracker, on a remarqué de même qu'en dynamique, c'était pas trop ça. Est-ce que vous avez trouvé une solution déjà, ou est-ce que vous allez changer de Star Tracker, ou un paramétrage a été effectué? Parce que chez Hyperion, il n'y a pas question de donner quoi que ce soit en algorithme ou modélisation. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, il n'y a personne de sensible ici. Bon, non, en fait, ce qui s'est passé concrètement, donc on a croisé le fabricant. Bon, c'est un cas un peu particulier ce senseur stellaire parce que c'est une collaboration entre deux fabricants. Donc, pour faire simple, en gros, l'optique est développée par Hyperion et le soft est développé par BST. Donc, nous, on a rencontré le responsable BST en fait la semaine dernière, par hasard. Qui a présenté des résultats de vol en fait de son Star Tracker qui a volé sur Donc un microsat de démonstration singapourien. Bon, et les résultats sont les suivants. Ça marche si on arrête le satellite. Donc en gros, il l'arrête avec des gyros et puis après, hop, il voit qu'ils arrivent à faire des mesures. Par contre, s'il n'est pas à l'arrêt, Okay, il démarrera ça pas fonctionne si... Donc ce qu'ils ont fait quand même, ils ne se sont pas arrêtés là. Du coup, ils proposent, parce qu'ils ne peuvent pas vendre un truc qui marche que à l'arrêt, c'est pas d'intérêt. Du coup, ils ont proposé une amélioration en soft. Donc ils ont développé en fait un nouveau software, une amélioration. Par contre, c'est à BST qu'il faut s'adresser pour ce truc-là. Bon, je ne sais pas comment ça marche avec Hyperion exactement ce montage-là. Donc nous, ils sont censés nous le relivrer d'ici la fin du mois et on va refaire les tests. Donc bien sûr, nous, les tests qu'on fait sur ce senseur, ils seront publics. On peut vous les envoyer, quoi. Voir si vraiment l'amélioration du soft a permis de corriger ce truc-là. Après, le problème du senseur stellaire, je dirais que c'est un peu plus critique que les roues, dans la mesure où les roues, il peut y avoir des solutions de backup. Il y a d'autres fabricants de roues qui rentrent dans un petit satellite. Le senseur stellaire, si on regarde au niveau européen, parce qu'après on va rencontrer d'autres problèmes si on veut traverser l'Atlantique, solution ITAR, etc. Au niveau européen, des nano Star Tracker, il n'y en a pas beaucoup, et des Star Tracker qui rentrent dans un triple CubeSat, en fait actuellement il n'y en a qu'un. Oui. C'est celui-là, ce qui limite un peu le choix.
Donc en fait, il faut que ça marche, cette amélioration. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut pour les aider, hein. Donc il y a quand même des améliorations notables, hein, dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que maintenant, avec l'amélioration du soft, il y a possibilité de descendre les images du SAR Tracker. Ah, On- c'est justement ce on qu'on pourra le demandait, faire. Je crois qu'avec vous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tunnel en place et qu'ils se sont Oui. branchés à votre truc pour récupérer eux les images. c'est ça. Bon. Oui. Dans la nouvelle version, tu pourras descendre ton image. Ok, on demandait ça depuis quelques mois déjà. Voilà. Oui. Et le CNES est client de Hyperion pour le SAR Tracker ou de BST? BST. Ok. Donc, peut-être que nous, on n'aura pas cette mise à jour de soft. Bon, après, normalement, ce qu'ils nous ont expliqué, hein, c'est que quand ils vendent un SST, ils partagent moitié-moitié. Donc, normalement, le service client, ils sont censés pouvoir parler entre eux. Bon. Ok. Parce que nous, les roues, par exemple, de la DCS, on les a déjà, les nouvelles. Ça marche? Pas encore sûr, mais j'espère. Ok. Ok. Bon, si c'est ok pour les équipements, on peut peut-être passer à la suite. J'ai juste une Ah, question. oui. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Là, on a parlé des bancs de test essentiellement pour les roues et le senseur stellaire. Oui. Mais il y a un équipement qui est utilisé par quasiment tout le monde. Oui. Donc, ce sont tous les magnétomètres pour le senseur et magnétocoupleurs. Est-ce que vous avez prévu des moyens de test et de calibration pour toutes ces choses? Alors, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait, donc c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. Alors, au CNES, on a un peu du luxe, c'est-à-dire qu'en fait, on a une salle à magnétique, tout en bois, dans laquelle on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre le champ qu'on veut, donc c'est sûr que pour la calibration des magnétomètres ou pour les tests magnétocoupleurs, bon, on a l'outil idéal, qui pour le coup est adapté. Donc, on a pris déjà des rendez-vous, là, c'est quelque chose qui est prévu là, dans les mois qui arrivent. Bon, après, c'est une technologie normalement qui. On va faire les tests, hein, mais qui pose pas réel problème. On va pas avoir un gros souci, une grosse impasse. Voilà. Après, sur les magnétocoupleurs, c'est peut-être Gérard qui est le mieux placé pour en parler, parce que je crois que c'est lui qui nous a fait notre carte. Bah, le problème, ça a été assez compliqué je dirais de mesurer le magnétocoupleur. Comme on ne savait pas très bien, on avait un peu de mal à définir et à mesurer des magnétocoupleurs. On en a acheté un, c'est comme une référence. Maintenant, je ne sais pas si, en Afrique du Sud, maintenant, je ne sais pas si ce qu'ils nous ont donné elle est bonne ou pas, mais on s'est basé dessus. Et puis, ils nous ont donné une petite procédure pour le tester, par contre. Mais c'est un banc de montage, bon, c'est un peu bricolage, hein. J'avoue que bon, on a fait des mesures, ça a l'air d'être cohérent. Mais j'avoue que c'est un petit peu, ça tient avec des bouts de ficelle, hein, mais on a pu faire des mesures. Sur les bobines, par contre, sur la bobine carrée, par contre, ça, on n'a pas su le faire. D'accord. Par contre, mais l'avantage de la bobine carrée, c'est comme il n'y a pas de noyau magnétique. Le problème, c'est que dans les bobines avec un noyau magnétique, avec le Supra 50, c'est qu'on avait du mal à connaître l'epsilonaire vraiment du matériau. Donc, on avait du mal à calculer la bobine. Par contre, sur la bobine AR, bon, là, normalement, le calcul est plus facile. On n'est pas perturbé par ça. Mais c'est effectivement, aujourd'hui, nous, on a fait des mesures. Maintenant, je serais content que vous les confirmiez. Non, pour aller un peu plus loin sur cette question du magnétique, on a eu une étude un peu plus poussée d'ailleurs qui est prévue sur des mesures de propreté magnétique. Parce que bon, on sait qu'il y a des interactions entre les équipements, là, j'en parlerai un peu après. Typiquement, il serait bon de savoir le fait de mettre le magnétomètre proche de certains équipements qui rayonnent. Typiquement sur ISAT, le magnétomètre il est pas très loin du magnétocoupleur, ce qui est loin d'être optimal pour un satellite où il y aurait de la place. Et il faut être capable de chiffrer un peu l'impact. Donc voilà, regardez si c'est pas totalement rédhibitoire pour la mission, quoi. Et puis si aussi, pendant que j'ai le micro, une autre main. Si on fait des mesures comme ça de magnétique, il y a aussi le moment magnétique résiduel du satellite Oui. qui devrait être mesuré en C'est un fonctionnement. truc qu'on va mesurer aussi. Ouais. Donc on va estimer, en fait tout ce qui est prévu, nous, c'est de mesurer, de calculer analytiquement déjà avec des outils, bon, c'est un peu du luxe qu'on a chez nous, hein. Le moment résiduel, tout ce qui est induit, et après il est prévu de faire des mesures dans la salle à magnétique. Voilà. Est-ce qu'il y a sur d'autres manips, sur d'autres CubeSat, quelles ont été vos stratégies de test, notamment sur le couple magnétique et calibration?
Parce que c'est sûr que sur un CubeSat, s'il est assez haut, là en l'occurrence iSat il est prévu pour une orbite supérieure à 650-700 km par là, notre couple principal vient justement de ce couple, enfin, de ce moment magnétique résiduel. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt intérêt de bien le connaître si on veut être capable de chiffrer sur la perfo. Oui, donc toujours là sur les magnétocoupleurs, on parle de moyens de test qui sont peut-être assez difficiles à mettre en place, mais que peut-être un jour ils vont exister, on pourra aller tester nos cartes là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de simulation, de modélisation qui sont suffisamment puissants et dans lesquels on peut suffisamment avoir confiance maintenant, avec les retours d'expérience peut-être notamment des précurseurs QB50 ou déjà des autres satellites qui sont en train de fonctionner, et avec lesquels on va avoir des données, des inputs à mettre dans les simulations, dans les modélisations. Ce pas des choses qui existent et sur lesquelles on peut avoir confiance? Alors à ma connaissance non. Par contre, nous on va le faire. Donc voilà, c'est un peu l'idée de mettre après à disposition de la communauté, quoi. Oui, parce que en gros, je pense que tous les projets qui ici comptent utiliser des magnétocoupleurs ont déjà fait des sortes de simulations, des modélisations, Oui. Qui sont à prendre avec un niveau de confiance relatif, quoi. Peut-être qu'en de- mettant toutes ces données en commun là, on peut avoir quelque chose de solide. Oui, avec des vraies mesures. Parce que c'est vrai qu'un modèle de bobine en soi, ça n'a pas grand-chose de compliqué. Après, entre la théorie et la pratique, il peut se passer des choses. Voilà. Du coup, on peut peut-être passer à la suite. Donc là, on va passer dans un côté un peu plus théorique. Donc, on va parler du logiciel SCAO. Donc, le logiciel SCAO, en fait, en 3 points, hein. Le choix d'une architecture. Donc, en fait, quand je dis architecture, c'est la stratégie de contrôle d'attitude, donc qui contient aussi les différentes lois de commande et les stratégies d'estimation. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qui est indispensable, c'est la réalisation d'un simulateur. Donc je pense qu'il est intéressant d'en parler ici. Quels sont les moyens qui sont utilisés pour faire des simulateurs? Quel est le niveau de représentativité des modèles utilisés par chacun? Et enfin, le but quand même, c'est d'embarquer du code. Donc c'est pas le tout de faire un simulateur et d'avoir quelque chose qui marche sur son ordinateur. Après, il faut être capable de l'implémenter dans l'ordinateur de bord. Donc on verra aussi comment on peut faire pour générer du code à embarquer. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vous ai donné l'exemple d'iSat en ce qui concerne l'architecture SCAO. Donc une architecture SCAO, en fait, c'est composé de plusieurs modes, avec pour chaque mode, en fait, un ensemble d'équipements. Une fonction, un ensemble d'équipements. Donc ce que j'ai mis là, en bleu ciel, là, MLT et MFV. Donc MLT, c'est mode lancement. Donc en gros, quand on lance, on ne fait rien. Et MFV, c'est mode fin de vie. Donc pareil, il ne se passe rien. Donc les modes opérationnels sur iSat, il y en a 3. Donc le premier d'entre eux, là, qu'on a appelé MAS, comme mode acquisition-survie. Donc là, j'ai envie de dire, bon, pour les CubeSat, mais c'est peut-être vrai pour en fait à peu près tous les satellites, c'est presque le mode le plus important en fait pour nous. C'est celui sur lequel en fait il faut le plus s'appliquer. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'au final c'est celui où c'est le plus simple, mais c'est vraiment la bouée de secours, ce mode-là. Donc c'est celui qu'on utilise juste après la séparation avec le lanceur, mais c'est celui qu'on utilise dès qu'on va détecter une panne quelque part. Donc c'est pour ça qu'en fait on l'appelle survie. Donc le but c'est d'utiliser le moins d'équipements possible, le moins de données possible, les équipements les plus robustes, et en fait de mettre les panneaux au soleil et de ne pas tourner trop vite, quoi. Donc en fait ce qu'on s'est imposé sur iSat, c'est d'avoir un mode qui est tout à fait autonome, donc c'est-à-dire sans guidage et pas de calcul à bord. Donc typiquement on n'a pas besoin de la position sur orbite, d'une donnée GPS ou quoi que ce soit pour faire marcher notre mode acquisition-survie. Bon, alors généralement ce qui est utilisé actuellement, on commence toujours par un detumbling, je pense que ça c'est à peu près commun à tout le monde, pour casser les vitesses, et puis après on arrive tant bien que mal à s'orienter face au soleil. Bon, alors ensuite on a un mode grossier de transition sur iSat. Bon, en fait on aurait pu l'appeler mode d'acquisition stellaire, mais ça faisait masse aussi, alors il a fallu trouver un autre nom. Le but de ce mode il est assez simple, c'est de ne pas éblouir le senseur stellaire pour pouvoir l'allumer en vue de passer au mode mission.
Donc là, pareil, c'est un mode qui est assez... Il n'y a pas besoin d'une précision de pointage folle. Il faut juste que le senseur stellaire soit ni face à la Terre, ni face au Soleil. Donc on s'est rendu compte qu'avec du magnétique et simplement une roue dont on se sert à vitesse constante, on arrivait à avoir les perfos nécessaires. Et donc une fois qu'on a réussi à allumer le senseur stellaire, on passe en mode mission. Et donc là, le mode mission, typiquement, on utilise nos 3 roues à réaction, notre senseur stellaire, et le magnétocoupleur, là, comme ça a été dit ce matin, pour désaturer en fait les roues. Parce que si on ne fait pas ça, les roues elles tournent, elles tournent, elles tournent, au bout d'un moment elles atteignent la vitesse max, et on ne peut plus s'en servir. Donc voilà, donc là c'est notre mode mission, on s'en sert pour faire des manœuvres, prendre des photos, faire du vidage dans les stations, etc. Donc voilà un peu le résumé. Grosso modo, ce qu'on retrouvera à peu près dans toutes les architectures SCAO aujourd'hui, c'est un mode survie. Donc robuste, la plupart du temps tout magnétique, ça suffit pour les perfos exigés. Avoir le soleil à 30 degrés, ça nous suffit. Après, il faut quand même faire attention à certaines choses quand on design ça. Donc le problème de commandabilité, le fait que quand on fait du magnétique, il y a un axe qui n'est pas commandable. Le time sharing, en fait, c'est le fait qu'on ne peut pas commander nos magnétocoupleurs alors qu'on fait une mesure magnétomètre. Sinon, le magnétomètre, en fait, va rien voir. Donc, faut penser à cette stratégie de couper la commande au moment de faire la mesure. Donc, bien synchroniser le tout et pas faire d'erreur. Et la fréquence aussi qu'on utilise. Alors, si on choisit mal la fréquence, on peut avoir des mauvaises surprises, là, comme on a entendu ce matin sur le SwissCube. Typiquement, ce genre de mode, il est fréquent que ça tourne à 1 Hz. Donc 1 Hz, ça veut dire qu'on envoie une commande toutes les secondes. Donc pour faire simple, pendant 1 seconde, on a la même commande. Si notre satellite il tourne vite, donc à l'injection, je sais pas, par exemple, imaginez 45 degrés par seconde, au bout d'1 seconde, l'axe il a basculé de 45 degrés, quoi. Donc en fait, potentiellement, la commande qu'on voulait faire au départ, elle est plus suivant le bon axe. Et du coup, potentiellement, au lieu de réduire les vitesses, on les augmente. Et donc voilà. Donc c'est un problème qui est à prendre en compte. Donc adapter la fréquence de commande. Voilà, et avoir une stratégie qui soit compatible des conditions de lancement. Alors, faut faire un peu attention sur cette fréquence, parce que du coup, on pourrait dire, oui, il suffit de l'augmenter, mais on a le temps de réponse des magnétocoupleurs, c'est des bobines, ça se charge, ça se décharge, donc il faut, si on veut effectivement pouvoir faire la mesure de temps en temps, il faut faire le bon choix. Et donc le mode mission, ça souvent c'est les projets étudiants qui intéressent un peu tout le monde, on fait un joli correcteur, 3 axes, comme voilà, c'est un problème d'automatique, somme toute assez classique. Et j'ai mis possibilité de recharger en vol. C'est quelque chose que je trouve assez important. L'idée, c'est que autant le mode survie, celui-là, il ne faut pas qu'il bouge, c'est notre bouée de secours. Autant le mode mission, on peut retourner dans un mode, par exemple le mode survie, et recharger, en fait, changer le soft du mode mission si, je sais pas, un équipement marche moins bien que prévu, etc. On peut essayer de démontrer certaines choses après avoir rechargé. Ça, c'est une liberté qu'on peut prendre. Donc voilà, une fois qu'on a choisi l'architecture, choisi les lois de commande, etc., on passe au simulateur. Donc là, l'outil qu'on utilise au sein du CNES pour ça, c'est MATLAB Simulink. Donc c'est un outil qui est particulièrement pratique pour l'aspect graphique. Et aussi parce que maintenant, depuis quelques années, on a la possibilité de faire une génération automatique du code en C à partir du simulateur sous Simulink. Ça veut dire que c'est un gain de temps qui est très 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 important et loin d'être négligeable. Si on fait les simulateurs d'une manière propre, compatible de la génération de code, parce qu'on ne peut pas non plus le faire tout à fait librement, eh bien on peut générer automatiquement le code et gagner tout le temps en fait de développement. Pas besoin d'écrire des specs de description physique, de l'envoyer à un codeur qui va redévelopper le code. Donc ça, je pense que c'est particulièrement adapté aux projets étudiants, et c'est la philosophie que je recommande. Donc ce simulateur, il va avoir plusieurs intérêts. Il va nous permettre déjà de valider le bon fonctionnement pour chaque mode, et aussi d'optimiser les réglages. Donc c'est les deux utilisations qu'on peut en faire. Donc voilà, et ensuite, là on a un exemple de masse par exemple sur ISAT. Donc au départ on a des vitesses importantes, et en fait à partir du simulateur on récupère l'attitude du satellite et on vérifie que le comportement se passe bien. Donc en fait actuellement vous êtes le soleil. La première phase du mass c'était de réduire les vitesses, et la deuxième en fait c'est de mettre le satellite en spin face au soleil. Et donc là en fait le simulateur nous permet de vérifier à l'aide de cet outil là qui s'appelle VTS qu'on ne s'est pas trompé de signe et qu'effectivement on va bien dans le bon sens.
Parce que on pourrait imaginer dans le simulateur se tromper de signe quelque part, faire prendre un angle à l'envers et en fait on code dans le mauvais sens. Donc les études graphiques, je crois qu'on va en parler demain, hein, j'ai vu qu'il y avait VTS au programme, permettent en fait ce genre de choses. Puis ça fait classe aussi. Donc voilà, donc là j'ai résumé un peu tout ce qu'on a dit et c'est le moment de faire le point discussion. Question, remarque. J'ai pas peur. Je me demandais si ouais, ça marche. Je me demandais si les outils d'autocodage dont tu parles sont une propriété CNES, c'est quelque chose qui a été développé au sein du CNES ou c'est quelque chose qui est dans la suite MATLAB Simulink? C'est un développement MathWorks en fait, ça demande une licence particulière, donc c'est sûr que typiquement au CNES par exemple, on n'en a pas énormément des licences comme ça, parce qu'elles coûtent cher. Après, je crois que pour ce qui est étudiant, il n'y a pas trop de problème de prix de licence, mais c'est sûr que si on s'adresse à un labo ou quelque chose comme ça peut coûter un peu. Frédéric? Ouais. Par contre, pour faire de l'autocodage, je suppose qu'il y a quand même quelques consignes, des procédures, des choses à faire plus particulièrement, sinon on va peut-être obtenir des... Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pourrait être, disons, diffusé, réutilisé par tous les projets étudiants pour ne pas faire des erreurs d'autocodage et de profiter de notre expérience? Alors là, je m'adresse au CNES SCAO. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait discuter pour pouvoir les diffuser, ces règles, ces méthodes d'autocodage à partir de MATLAB Simulink, quoi? Donc en fait, ce que je pense proposer, c'est de rédiger au sein du projet ISAT, là. Donc typiquement, là, on va attaquer l'autocodage sur les modes, là. Donc ça commence déjà sur les stages actuels. Demander en fait de rédiger une note Janus, ISAT Janus, par les stagiaires, et en fait après on la met en libre circulation avec les résultats de tests, etc. Et on aura en fait les tests de bonne conduite pour pouvoir autocoder. C'est des trucs assez simples à respecter au départ, mais si on ne le fait pas dès le départ, ça peut être assez casse-pied d'adapter un truc qu'on a déjà fait à un Simulink autocodable. Bon, c'est des trucs bêtes, hein, mais quand vous mettez un bloc par défaut dans votre Simulink, tout ce qui est sorti, etc., ça prend par héritage l'entrée. Ça garde le même type. Pour l'autocodage, il est plus sûr, et vivement recommandé, de rentrer à chaque fois le type qu'on veut. C'est des détails comme ça, mais c'est rien de le faire quand on met le bloc. Par contre, une fois qu'on a mis les 463 blocs dans le simulateur, pour les changer tous d'un coup, c'est sportif. Voilà. C'est pas encore la pause, hein. Je vois dans la slide qui est là, estimation des perturbations magnétiques. Est-ce que vous avez fait des choses là-dessus déjà ou Donc en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Là, on a un travail qui va commencer dans 2 semaines au sein du service compatibilité électromagnétique au CNES, en fait, qui ont des gros outils pour ça. Donc on fournit la CAO et la liste des composants d'ISAT, et on va sortir une estimation théorique de tout ce qui est induit et résiduel sur le satellite. Et ensuite, une fois que ces tests-là sont réalisés et qu'on aura des modèles QM, etc., là, on ira dans la fameuse salle magnétique faire les tests. Donc ça, c'est un truc qui est fait sur les satellites classiquement. Nous, on a demandé à le faire ici, pas de souci. Il y a des disponibilités en ce moment, donc c'est quelque chose qui est prévu. Ouais. C'est assez luxe pour un CubeSat. À propos des modèles d'environnement qu'on met dans le simulateur SCAO, Voilà, est-ce que tu peux en dire un mot? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, qu'on peut récupérer sur Internet? Est-ce que le CNES peut mettre des choses à disposition? Alors, donc ça c'était une question qui était attendue. Merci. Non, ce qui est un peu dommage aujourd'hui dans les projets étudiants, c'est que si vous mettez un étudiant sur le SCAO et qui doit partir concevoir en fait un simulateur depuis rien, il va lui falloir des mois pour ne serait-ce que faire des modèles d'environnement un peu représentatifs. Je prends un exemple tout bête. Il existe des trucs en libre circulation sur Internet. Modèle de champ magnétique, on le trouve sans trop de problèmes sur
sur le site de MathWorks, là, MATLAB Central. Pareil pour le modèle d'atmosphère, il doit y avoir des trucs. Ça, c'est des trucs qui sont assez classiques. Par contre, tout ce qui concerne un peu la définition de la géométrie du satellite, le phénomène de masquage, si on veut regarder un peu les éblouissements, ou même pour tout ce qui est aérodynamique, quoi, les masquages, ça, c'est des trucs qui n'existent pas en ligne, qui ont été développés au CNES en interne. Donc actuellement, c'est pas du public. Je n'ai pas autorisation de le donner, quoi. Après, la question que je me posais, c'était un peu comment étaient gérés ces modèles-là dans les projets universitaires. Et ce que je me dis, c'est qu'une fois que quelqu'un a essuyé les plâtres et l'a fait, on pourrait tout à fait imaginer mettre les modèles en commun. Donc, les modèles CNES, bon, faut demander, c'est pour tout dire, sans pour parler, mais ce sera sûrement sous la forme de boîte noire, quoi, si ça devait être mis au sein de tout le monde. En tout cas, la tendance, c'est plutôt ça. Mais il y a des trucs qui sont assez lourds à développer. Je parle par exemple dans le modèle de dynamique, modélisation des modes souples, ou alors voilà, les masquages dans l'environnement, c'est des trucs qui peuvent être assez lourds. Et donc, oui, s'il y a plusieurs projets universitaires qui le redéveloppent plusieurs fois, c'est peut-être un peu du temps. Hello, I don't speak good French. So currently I'm working on AOCS of EGOSAT in Paris 0. So I'm doing MATLAB simulations. So next I want to generate auto-generator code, to transfer into the electronics. So how optimized is the code which is generated by MATLAB Simulink? Mm-hmm. Is it can we get the same results from the from simulations after the auto-generation code? Are you using just MATLAB or Simulink? MATLAB and Simulink. Okay, so you have some MATLAB function in your simulator? Yes. Yeah, it's an example of the rules to respect in order to generate some code, because there are some MATLAB functions that you can't actually use if you want to have a code there after. Mhm. So yes, what I can say here is just wait for the note from CNES about the rules, because I can't I can't give all the rules here like that. But yes, if you want to make the code directly with MATLAB and you have the license, you have to respect some things. But if you don't want to wait for us, you have also on the MathWorks site, website, some advices, but Okay. it's quite heavy. Yeah. Okay. Thank you. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée du besoin en calcul d'un code généré automatiquement sur MATLAB par rapport aux capacités qu'on peut avoir de calcul dans un ordinateur de bord CubeSat standard? Typiquement, dans notre cas, nous, ouais, on a déjà fait des essais, mais c'est négligeable. En tout cas, nous, ce qu'on fait pour ce genre d'application, c'est négligeable. Ça pourrait commencer à poser problème pour de la navigation basée vision, par exemple, ou voilà, tout ce qui est ce genre de choses, où là, ça devient très lourd. Ça, typiquement, sur l'ordinateur de bord, c'est une part négligeable. D'accord. Moi, j'avais une question. S'il y en a pas. Là, tu as présenté des performances de stabilisation soit en detumbling ou en pointé solaire. Comment on fait la transition entre les modes, Est-ce qu'il y a eu des études particulières sur les transitions entre modes de pointage? En fait, dans le cas particulier d'ISAT, en tout cas, je vais peut-être remonter un peu. Tac. Bon, donc le MAS, là, comme on a vu, en gros, on se met à 30 degrés du soleil et on tourne pour avoir de la raideur et on reste face au soleil. Donc, niveau perfo, on a besoin quasiment de rien. Au niveau de la transition vers le MGT, voilà, le MGT, c'est encore un truc qui est super robuste. Et il n'y a pas besoin, même si les vitesses à l'entrée sont importantes, ça fonctionne. On pourrait très bien faire marcher un MGT directement, tel quel, directement après le lancement. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire parce que il y a des aspects robustesse qui ne sont pas suffisants, qu'on a jugé pas suffisants. Typiquement, on utilise une roue. On a besoin aussi de connaître la position sur orbite, donc ça c'est pour ça qu'on l'utilise pas. Mais niveau transition, il n'y a rien de particulier entre ces deux-là.
Alors ensuite, sur notre mode mission, là c'est sûr que la transition, il y a un aspect qui est un peu particulier. En fait, quand on allume le mode normal, ça se passe sur seuil. Si le dépointage est supérieur à un certain seuil, on a une commande qu'on appelle en biais de vitesse. En gros, on fait tourner notre satellite à une vitesse constante, admissible après quand on passe sous le seuil de dépointage au correcteur plus précis, qui est de type PID, hein, comme truc. Voilà. Et donc là, on s'assure que la transition entre le biais de vitesse et le PID soit continue. Comme ça que c'est géré. Ça, c'est pas que sur ISAT. Hein. L'histoire des biais de vitesse, là, c'est ce qui vole sur les myriades en ce moment. Hein. Sur les microsatellites du CNES, c'est la même stratégie. Je pense que c'est aussi, pardon, je finis juste le commentaire. Je pense que c'est aussi ce genre d'information qui pourrait être utile pour pas mal de nanosats, puisqu'on va avoir effectivement les mêmes problèmes de transition de mode detumbling à mode pointé. Donc tout ça, c'est décrit dans les notes ISAT, hein, donc je ne sais pas à quel point elles sont disponibles, il faut demander au chef. À quel point les notes ISAT sont disponibles actuellement pour les gens extérieurs. Les notes, tu vois, les notes par exemple descriptifs. Alors pour le moment, je sais pas. Les notes techniques, on les a pas distribuées. Ça, faut en discuter. Faut voir. On ne souhaite pas non plus. Il y a quand même beaucoup de savoir-faire il y a beaucoup de savoir-faire maintenant qui est mis dans ce projet là, comme vous pouvez le voir. Donc le CNES il est un peu réticent à diffuser ça de manière en large public. Alors après, ça peut se diffuser à des universités à condition que, mais là on n'est jamais sûr de rien, que ça ne se rediffuse pas à l'extérieur. Mais ouais. Alors il faudrait faire des NDA ou des trucs comme ça pour être sûr que, et encore. Après, ce qu'on avait fait avec les mines Paris, par exemple, au niveau du SCAO, ils avaient eu quelques questions. Ils avaient passé un coup de téléphone, quoi. On avait fait une téléconf et on avait pu régler leurs problèmes un peu au cas par cas, quoi. L'idée, c'est que le SCAO, c'est quand même un point où il y a matière à faire des choses. C'est peut-être un peu dommage de tous faire la même chose et de ne pas laisser la chance au développement de nouvelles choses. Donc, non, s'il y a des idées nouvelles, au CNES, en tout cas, on peut, s'il a des sollicités, on peut essayer d'aider à avancer. Disons que pour le moment, sur Janus, on a invité les gens à toutes les revues sur ISAT. On n'a pas distribué la doc. Par contre, on peut donc mettre à disposition, en fonction de la demande, hein, c'est évidemment, et de la disponibilité des ingénieurs, des réunions de travail ou des téléconfs pour travailler sur un sujet particulier, qui est plus conforme peut-être à votre besoin que de reprendre de la doc d'un projet où vous avez peut-être passé du temps à comprendre déjà, et puis essayer de le réadapter. Donc on préfère travailler dans ce sens-là. Par contre, si l'ingénieur se rend compte que c'est la même chose que sur tel projet, lui, il peut orienter plus rapidement les solutions, quoi, ou les débugages. J'avais juste une petite question moi, sur le mode survie. Là, si j'ai bien compris, c'est tout magnétique, c'est ça? C'est d'où que ça vient, là? Oui. Et vous annoncez 30 degrés de pointage solaire. C'est une limite max? C'est la perfo du système ou c'est une... Alors en fait, sur ISAT, on triche. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas de senseur solaire. Donc du coup, on pourrait se demander comment on fait pour attraper le soleil. Avec les cellules? Non. Non, parce que typiquement, les cellules, là, c'est pas exploitable. Les panneaux étant tous dans le même plan, mais à partir du courant de cellule, tu obtiens un angle, mais au final, tu sais pas où c'est par rapport à cette direction-là, quoi. Non, en fait, on triche parce que l'orbite qui a été choisie là, pour la mission, elle a pour particularité d'être en fait, donc c'est une 6h-18h idiosynchrone. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que le plan de l'orbite est perpendiculaire à la direction de Terre-Soleil. Donc en gros, il suffit d'attraper la normale à l'orbite pour attraper le Soleil. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de senseur solaire. Ensuite, la perfo 30 degrés, en fait, elle vient du cahier des charges qui a été fait par les oiseaux là. Et voilà, 30 degrés, c'est ce qui nous suffit en mode mission pour être sûr de ne pas décharger la batterie. D'accord. C'est quelque chose qu'on respecte. C'est une spécification plus que voilà. une limite. Oui, c'est pas du hasard. On fait mieux, suivant la saison de l'année.